Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire extraordinaire qui a envoûté le public et suscité des débats dans le monde entier. Préparez-vous à vivre une aventure palpitante en découvrant la rencontre glaçante entre le tigre blanc énigmatique et son propriétaire qui ne se doutait de rien. Préparez-vous à assister à l'incident qui a choqué le monde entier dans cette vidéo captivante. Nous allons découvrir l'histoire mystérieuse de Mantacore, le majestueux tigre blanc qui s'est inexplicablement retourné contre son propre dresseur en plein milieu d'un spectacle. Cet incident captivant s'est déroulé devant un public médusé, laissant tout le monde bouche bée et remettant en question les frontières entre l'homme et la bête. Notre objectif aujourd'hui n'est pas seulement d'analyser les événements choquants eux-mêmes, mais d'approfondir les facteurs qui ont pu contribuer à cet incident troublant. Grâce à des recherches méticuleuses et à l'avis d'experts, nous mettrons en lumière la relation complexe entre les animaux sauvages et leurs congénères humains. Alors, qu'est-ce qui a poussé Mantacore, une magnifique créature tenue en haute estime, à s'en prendre à son propriétaire de confiance? S'agit-il d'une réaction instinctive ou des causes plus profondes et sous-jacentes sont-elles en jeu? Rejoignez-nous pour examiner l'esprit indompté qui habite ces créatures majestueuses et tenter de comprendre les risques associés à leur captivité. Tout au long de la vidéo, nous découvrirons les leçons cruciales tirées de cet événement extraordinaire, en explorant les implications éthiques et morales du maintien en captivité d'animaux sauvages dans le but de divertir l'homme. Rejoignez-nous dans ce voyage qui suscite la réflexion et examine l'équilibre délicat entre un spectacle impressionnant et les dangers inhérents qui se cachent sous la surface. Ensemble, nous explorerons les limites de l'interaction entre l'homme et l'animal et nous contemplerons la responsabilité qui nous incombe en tant que gardiens du monde naturel. C'était une nuit de célébration, une somptueuse fête d'anniversaire organisée au théâtre de l'hôtel Mirage, en présence d'amis et de collègues artistes. Roy Horn, la moitié brune du duo emblématique Siegfried et Roy, était de bonne humeur, entouré de rire et de joie. Mais personne ne se doutait que les événements de cette soirée fatidique allaient changer à jamais le cours de leur vie. Le spectacle de Siegfried et Roy était un mélange envoûtant de théâtre casse-cou, d'illusions et de leurs magnifiques animaux. Roy avait une capacité extraordinaire à communiquer avec les lions et les tigres. Un lien qui semblait presque magique. Il a élevé des tigres dès leur naissance, dormant à leur côté jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge d'1 an. Roy a dit un jour: lorsqu'un animal vous accorde sa confiance, vous avez l'impression d'avoir reçu le plus beau cadeau du monde. Ce soir-là, 45 minutes après le début du spectacle, Roy a fait sortir Mantacore, un majestueux tigre blanc de 7 ans. Le public assiste, médusé, à ce spectacle envoûtant. Mais une distraction dans la foule a attiré l'attention de Mantacore, le faisant dévier de sa routine. Roy intervient rapidement, se plaçant entre le tigre et le premier rang, à quelques mètres de lui. Cet acte héroïque allait donner lieu à une tournure inimaginable aux événements. Alors que Mantacore s'approche du bord de la scène, Roy tente de reprendre le contrôle, ordonnant au tigre de se coucher. Mais Mantacore refuse et saisit le poignet droit de Roy avec sa puissante patte. Dans une lutte désespérée, Roy tente de le libérer, frappant le tigre sur la tête à plusieurs reprises. Le théâtre résonnait du son. Roy ordonna le tigre de s'arrêter, mais la poigne de Mantacore restait ferme. En une fraction de seconde, le désastre frappa. Le public est sous le choc lorsque Mantacore se jette sur Roy, serrant ses mâchoires autour de son cou. Siegfried se précipite sur les lieux, criant désespérément. Le tigre entraîne son maître hors de la scène, laissant derrière lui une traînée de cris et d'incrédulité. En coulisses, les machinistes se battent pour libérer Roy de l'emprise de Mantacore, allant jusqu'à asperger le tigre d'un extincteur et à le frapper avec la crosse. Finalement, Mantacore a relâché Roy et s'est retiré dans sa cage. La suite de l'incident est remplie de questions et de spéculations. Siegfried a insisté sur le fait que Mantacore essayait de protéger Roy, sentant que quelque chose n'allait pas. Cependant, les spécialistes du comportement animal ont rejeté cette idée, attribuant l'attaque aux instincts naturels de Mantacore. Le lien autrefois indéfectible a été brisé, laissant tout le monde en quête de réponse.
Les blessures de Roy étaient graves et sa vie était en jeu. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a subi une intervention chirurgicale pour sauver sa vie. L'attaque a laissé des blessures graves, notamment une trachée écrasée et une perte de sang importante. Le chemin de la guérison sera long et ardu, avec des résultats incertains. Alors que Roy luttait pour sa vie, l'incident a déclenché un débat sur l'éthique de l'utilisation des animaux dans les spectacles. Les défenseurs des droits des animaux ont fait entendre leur voix, arguant que cette tragédie était une conséquence inévitable de la détention d'animaux sauvages en captivité pour l'amusement des humains. L'incident a incité à réévaluer les pratiques de l'industrie du spectacle impliquant des animaux. Contre toute attente, Roy a commencé à montrer des signes d'amélioration. Après des mois de soins médicaux intensifs, de kinésithérapie et de pure détermination, il a lentement retrouvé ses forces. La résilience et l'esprit inébranlable de Roy ont inspiré non seulement ses fans dévoués, mais aussi ceux qui avaient remis en question l'éthique de l'industrie. L'incident a également eu un impact profond sur le point de vue de Roy. Autrefois artiste intrépide, il prône désormais une approche plus compatissante du bien-être des animaux. Roy reconnaît que le lien qu'il a partagé avec Mantacore était exceptionnel. Cependant, il est conscient des risques inhérents au fait de travailler en étroite collaboration avec des animaux sauvages. Au fil du temps, les spectacles captivants de Siegfried et Roy sont devenus des souvenirs précieux. Bien que le duo se soit officiellement retiré de la scène, son héritage a perduré. Ils ont été des pionniers qui ont transformé le monde du divertissement avec leurs spectacles envoûtants, gravant à jamais leur nom dans l'histoire. L'histoire de Roy Horn et de Mantacore nous rappelle la complexité de la relation entre l'homme et l'animal. Elle illustre la beauté, l'émerveillement et les risques inhérents au partage de notre vie avec des créatures sauvages. Bien que l'incident ait laissé de profondes cicatrices, il a également suscité une conversation plus large sur le bien-être des animaux en captivité. Nous sommes arrivés au terme de l'histoire extraordinaire de Mantacore, le tigre blanc qui a choqué le monde par son comportement inattendu. Ce voyage a été captivant et nous espérons que vous en avez apprécié chaque minute. Mais avant de conclure, prenons le temps de réfléchir à ce que nous avons appris et à l'impact que cela a eu sur nous tous. Dès le début, Mantacore nous a fascinés par sa présence majestueuse. Mais sous cette apparence étonnante se cachait une créature complexe dont le comportement était un mystère que même les experts avaient du mal à comprendre. Cette histoire nous rappelle que le lien entre les humains et les animaux sauvages est délicat et peut parfois avoir des conséquences imprévues. L'incident choquant qui s'est déroulé sous nos yeux est un rappel brutal de la puissance indomptée qui se cache dans ces magnifiques animaux. Il témoigne de l'importance de respecter leur nature et de ne jamais sous-estimer les instincts qu'ils possèdent, aussi bien dressés ou domestiqués qu'ils puissent paraître. Nos pensées vont au propriétaire qui a vécu cet événement tragique. Cela nous rappelle que même avec les meilleures intentions, il y a toujours un élément de risque quand on partage sa vie avec des créatures aussi incroyables. C'est une responsabilité que nous devons aborder avec prudence et compréhension, en donnant la priorité au bien-être des humains et des animaux. Pourtant, il y a de l'espoir. Cette histoire a suscité un débat mondial sur l'éthique de la détention d'animaux sauvages en captivité et sur la nécessité d'une réglementation plus stricte pour protéger leur bien-être et notre propre sécurité. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir d'apporter des changements positifs et d'assurer un meilleur avenir à ces créatures merveilleuses. Merci de nous avoir rejoints dans cet incroyable voyage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester au courant de nouvelles histoires captivantes. Nous apprécions votre soutien et nous nous réjouissons de vous compter parmi nous. Jusqu'à la prochaine fois, mes amis, restez curieux, restez compatissants et continuez à explorer les merveilles de notre monde. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la terrifiante histoire vraie du braconnier russe Vladimir Markov, qui, en 1997, a découvert par lui-même les conséquences d'un combat avec le plus grand félin de la taïga gelée, le tigre de Sibérie. Le tigre pèse plus de 150 kg et peut atteindre 3 mètres de long du nez à la queue. Avec ses canines accélérées de plus de 10 cm de long, il peut déchirer des membres entiers en une seule morsure. Le tigre de Sibérie est connu pour avoir une attitude particulièrement vengeresse et rancunière envers quiconque ose croiser son chemin. Doté d'un esprit aussi rusé, il peut se souvenir de ses rencontres pendant des semaines et planifier des complots élaborés pour suivre et chasser ses proies. Autrefois espèce presque éteinte,
le prédateur connu sous le nom de tigre de l'amour est revenu à la vie grâce aux efforts de conservation et a repeuplé la province de Primoria, près du plus grand fleuve sans barrage du monde. Pendant des décennies, le tigre était confortablement installé au sommet de la chaîne alimentaire, se nourrissant d'élan, de wapitis et de sangliers. Jusqu'à ce que les humains commencent à peupler la région en essayant de gagner leur vie dans les forêts denses de tigres. Après la chute de l'Union soviétique, les braconniers ont réalisé le potentiel de cette région, malgré le fait qu'ils devaient s'installer parmi certains des prédateurs les plus dangereux du monde. La viande du tigre de Sibérie et du sanglier se vendait très cher sur les marchés noirs près de la frontière chinoise et, pour beaucoup, comme Markov, c'était leur seul moyen de subsistance dans l'économie post-soviétique brisée. Par un froid matin d'hiver de 1997, Markov charge ses provisions et part avec son ami pour un trajet de 80 km au cœur de la forêt gelée de la taïga. Le plan était de passer la nuit dans une cabane isolée et de partir à la chasse le lendemain matin. Alors que le soleil se lève, ils se mettent en route à pied, accompagnés de ces chiens d'attaque qui peuvent également être utilisés pour renifler l'odeur des tigres de Sibérie à partir de leur empreinte par des températures inférieures à 0. La neige recouvrait la terre ferme d'au moins 15 cm. Alors que Markov boitait à travers les couches de neige parmi les arbres de la forêt et les brouillasses épaisses, il a repéré une piste d'empreintes de pas plus grande que celle de ses mains. Des empreintes aussi grandes ne pouvaient appartenir qu'au grand tigre de Sibérie. Il a suivi les traces sur des kilomètres en espérant qu'elles le mèneraient à l'animal. Markov était convaincu qu'il était à un tir précis d'un animal qui pourrait lui rapporter gros. Puis, en jetant un coup d'œil par-dessus l'un des arbres, il a vu l'énorme tigre de Sibérie se nourrir d'un sanglier. Le tigre a regardé l'homme en lui fixant les yeux pendant quelques secondes avant de se mettre à manger en refusant de lâcher sa proie. L'animal féroce semblait imperturbable. Ses muscles ondulaient à chaque bouchée de chair qu'il tirait du canon. Markov a réalisé qu'il était assez proche pour obtenir le tir net dont il avait besoin. Il a levé son fusil et a tiré une balle directement dans son torse. C'était un coup sûr. Il pensait que ce ne serait qu'une question de temps avant que le tigre ne succombe à sa blessure. Il marcha devant, récupéra la viande qu'il put sur la carcasse du sanglier mort et suivit le tigre sur quelques kilomètres de plus alors qu'il boitait, blessé, dans la neige profonde. La neige blanche rendait facile le suivi de la trace de sang, mais il a remarqué qu'elle diminuait au fur et à mesure qu'il avançait dans sa poursuite. Peu de temps après, la piste s'est arrêtée et Markov s'est retrouvé seul dans la neige, sans savoir où se trouvait le tigre. Il a rapidement compris que le tigre ne devait pas être mortellement blessé et a décidé de retourner à son camp. Il a stocké un morceau de viande de sanglier juste à l'extérieur de son camp et est parti en ville pour voir s'il pouvait échanger contre l'autre. Mais pendant l'absence de Markov, le tigre blessé avait suivi l'odeur de l'homme jusqu'à la cabane et avait senti sa chasse au sanglier entreposée à l'extérieur. Le tigre a récupéré sa proie et a ensuite campé à l'extérieur près de la cabane en attendant le retour de l'homme. Quand Markov est revenu à la cabane, il a remarqué que ses chiens aboyaient bruyamment et sans cesse pour lui signaler que quelque chose n'allait pas. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a vu le tigre rôder. Si le tigre blessé n'était toujours pas parti après avoir récupéré sa viande, alors il était après plus que de la viande. Markov a réalisé que l'animal était venu pour se venger et qu'il ne pouvait pas se permettre de le laisser vivre une fois qu'il avait senti son odeur. Il a installé son arme à travers son port de tir dans le mur et a ouvert le feu en blessant le tigre 2 fois avec la même arme. L'animal a disparu dans la forêt, toujours capable de se porter malgré les 2 balles reçues. Markov a décidé de se rendre à la cabane de son ami, non loin de là, et de partir en voiture pour se mettre en sécurité. Son ami l'a incité à passer la nuit chez lui, car le liquide du radiateur de la voiture devait être vidangé chaque nuit pour qu'elle continue à fonctionner et il ne pouvait pas partir tout de suite. Markov, visiblement frustré, décide de retourner à sa cabane pour régler le problème. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en son absence, le tigre avait démoli la porte d'entrée de sa cabane et s'était frayé un chemin à l'intérieur en marchant et en griffant tout ce qui portait l'odeur de Markov. Puis il s'est retrouvé à un endroit bien caché à l'extérieur du sentier pour se coucher et attendre le retour de Markov. Il faisait nuit et Markov se dirigeait vers l'entrée de la cabane quand il a été pris en embuscade par le tigre. Il s'est rapidement retrouvé à la merci du tigre de Sibérie vengeur et après leurs 2 dernières rencontres, il ne restait plus beaucoup de pitié. Plusieurs heures plus tard, les enquêteurs ont découvert une scène effrayante à l'extérieur du camp, qui illustre la nature macabre de l'attaque. La neige autour de la scène avait fondu et s'était aplatie à force de se débattre et de se tortiller, ce que Markov a dû faire pendant qu'il était dévoré vivant.
Certains de ses vêtements ont été retrouvés à plusieurs mètres de la scène. Ses chaussures portaient encore ses pieds coupés, et ses manches tenaient encore ses bras arrachés. Le tigre a été momentanément apaisé après avoir déchiré son chasseur et s'est dirigé vers l'aval. La nouvelle du tigre de Sibérie mangeur d'hommes s'est répandue et les braconniers terrifiés ont évacué les forêts de tigres pour échapper au même sort que Markov. Le seul à encore être sur place était André Pachutnia, 25 ans, un trappeur qui avait installé des pièges dans la forêt pour attraper des animaux pour leur fourrure. Les parents d'André lui ont demandé de ne pas quitter la maison pour vérifier ces pièges tant que le tigre n'avait pas été retrouvé. Mais il n'a pas écouté et est parti dans la forêt. En l'absence d'André, le tigre a trouvé sa cabane et l'a battu comme il l'avait fait pour la cabane de Markov. Le tigre de Sibérie semblait vouloir suivre et mettre en pièces tout ce qui sentait le moindre être humain. À son retour, il a été pris en embuscade par le tigre près de la cabane d'un voisin, niché derrière un matelas, comme s'il avait guetté depuis le début. André a essayé de retirer son fusil de son épaule et de viser, mais la balle a refusé de tirer. Dans les rues d'hiver russes, les vieux fusils étaient connus pour avoir des défaillances de munitions, dues à une cartouche gelée. André était désormais une proie facile pour le tigre de Sibérie, qui lui a sauté dessus, lui laissant peu de chances de se débattre. Le tigre se nourrissait de lui depuis plus de 3 jours, lorsque l'équipe de recherche l'a découvert, et il ne restait pas grand-chose d'André qu'il pouvait récupérer sur le site pour le rendre à ses parents. À l'époque, le projet Tigre était un groupe de protection des animaux financé par l'Occident, qui opérait dans la forêt de Tigre et tentait d'empêcher les chasseurs et braconniers illégaux de conduire le tigre de Sibérie au bord de l'extinction. Le pisteur en chef de la mission, Yuri Trouche, s'est retrouvé dans une situation ironique, en tant que défenseur des tigres et chercheur lui-même. Il a été chargé par les autorités de trouver le tigre blessé et de le tuer sur place. Il était accompagné des officiers Sibnev et Pianka, et le trio a rapidement découvert les traces du tigre. Les traces les ont emmenés dans une zone isolée près de la cabane d'un homme appelé Shlemenko. Le trio savait que le tigre n'était pas loin, alors ils ont écouté attentivement chaque bruissement dans les arbres. Alors qu'ils s'approchaient de l'entrée de la cabane, le tigre géant de Sibérie bondit sur l'un des hommes par derrière avec un rugissement assourdissant. Les 3 hommes ont essayé frénétiquement de pointer leurs armes sur le tigre. Mais il était trop tard pour le pisteur en chef qui s'est rapidement retrouvé sous le tigre en colère. Dans le feu de l'action, le trio a tiré des dizaines de balles et 11 d'entre elles a touché le tigre qui, après quelques secondes, s'est effondré et est mort. L'animal a ensuite été dépecé et exposé pour rappeler l'horreur causée par le tigre mangeur d'hommes et donner une leçon sur ce qui se passe lorsque l'homme et les bêtes se croisent. En 2009, une tragédie a frappé la pittoresque île du Cap-Breton, où la beauté de la nature et le danger de ses habitants coexistent. Alors qu'elle explorait l'île, une jeune chanteuse folk nommée Taylor Mitchell a été attaquée et tuée par des coyotes. Cette attaque a marqué la première attaque mortelle de coyotes au Canada. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre contenu pour que nous puissions continuer à vous offrir des histoires intéressantes et informatives. Taylor Mitchell, une jeune musicienne folk originaire de Toronto, s'était déjà fait un nom sur la scène musicale canadienne grâce à ses performances live et ses chansons émouvantes, malgré son jeune âge, 19 ans. Elle avait signé un contrat d'enregistrement avec la maison de disques Back Road Tavern Productions et avait sorti un premier album acclamé par les critiques et le public. Elle avait décidé de partir en tournée en solo à travers le Canada pour partager sa passion pour la musique. Cependant, son aventure a pris fin de façon tragique lorsqu'elle a été attaquée par un coyote en plein milieu d'une randonnée dans le parc naturel du Cap-Breton. Les coyotes de l'Est, présents au cœur des hautes terres du Cap-Breton, sont le résultat d'une évolution remarquable depuis leur introduction au Canada au début du XXe siècle. Ayant migré depuis le sud-ouest des États-Unis, ils ont croisé des loups en Ontario et au Québec, créant ainsi une nouvelle génération de coyotes plus robustes et plus grands que leurs ancêtres. Cette opportunité de mélange génétique leur a permis de s'adapter et de prospérer dans leur environnement. Ces prédateurs opportunistes sont également connus pour leur intelligence et leur capacité à traquer et tuer même les plus grands des orignaux grâce à leur meute bien formée. Ils sont également très curieux et s'adaptent facilement à la présence humaine, en cherchant de la nourriture disponible et en évitant naturellement les humains. Cependant, leur comportement peut être influencé par divers facteurs, notamment la nourriture disponible et les interactions avec l'homme. Bien que les agressions de coyotes soient extrêmement rares, il est important de comprendre les facteurs qui peuvent conduire à une attaque et de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute confrontation dangereuse.
Les rencontres avec les coyotes surviennent souvent parce que les gens nourrissent ces bêtes ou tentent de secourir leurs animaux domestiques errants en train de subir une attaque. De plus, la présence de petits dans la région peut accentuer les comportements négatifs de ces créatures. Dans ces cas inhabituels, comme celui de Taylor Mitchell, les coyotes peuvent chasser et traquer une personne. Mais ces incidents sont très rares. Le 28 octobre, Taylor a choisi de faire une randonnée dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, plutôt que de se rendre à son concert prévu à Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Elle a été charmée par la beauté de la région et a décidé de marcher sur le sentier de la Skyline, offrant une vue imprenable et la possibilité d'observer la faune sauvage. La chanteuse a garé sa voiture dans le parking et a commencé sa randonnée à 14h30 pour emprunter une route d'accès menant à une clairière isolée où débutait le sentier de la Skyline. 15 minutes après, elle a rencontré un couple en sens inverse et a poursuivi sa route. Cependant, elle n'a plus été vue indemne depuis. Le couple a croisé 2 coyotes imposants sur leur chemin de retour et a entendu des cris retentissant au loin, sans pouvoir distinguer s'ils venaient d'un être humain ou d'un animal. Ils ont alerté les secours via un téléphone d'urgence, qui ont rapidement été dépêchés sur les lieux vers 15h15. Pendant ce temps, les coyotes avaient rattrapé Taylor sur la route d'accès, leur grognement féroce résonnant dans l'air. Les yeux braqués sur elle, les prédateurs semblaient impatients de la faire fuir. Le cœur de Taylor battait la chamade, alors qu'elle réalisait la gravité de la situation. Elle était maintenant la proie de ces bêtes sauvages, qui ne voyaient pas en elle un être humain, mais une cible facile. Sous l'emprise de la terreur, Taylor recula en titubant vers le début du sentier, laissant tomber ses affaires à cause de sa panique. Elle sortit un petit couteau de poche, ses mains tremblantes alors qu'elle tentait désespérément de se défendre contre ses agresseurs. Mais les coyotes étaient en mode chasse, et ils l'attaquèrent de toute leur force, mordant violemment ses jambes et ses doigts, alors qu'elle tentait de les repousser. Leurs crocs acérés déchiquetèrent la chair de Taylor, et la douleur devenait insupportable. Elle pouvait sentir son propre sang couler abondamment, laissant une traînée derrière elle alors qu'elle essayait de fuir. Les coyotes réussirent à pousser Taylor profondément dans le sentier, jusqu'au sommet d'une colline. Malheureusement, elle trébucha et tomba lourdement sur le sol, exposant ainsi son corps vulnérable aux attaques impitoyables des prédateurs. Les bêtes féroces déchiquetèrent les vêtements de Taylor, leurs dents acérées s'enfonçant profondément dans sa chair, mordant sa tête et ses jambes sans pitié. Elle tenta désespérément de se défendre, mais les coyotes étaient trop forts et trop déterminés. Les larmes coulaient sur les joues de Taylor alors qu'elle sentait sa vie lui échapper, une douleur insupportable envahissant tout son corps. Enfin, dans un dernier effort, Taylor courut vers la salle de bain, espérant y trouver un refuge sûr. Mais les attaques implacables des coyotes se poursuivirent, et elle paniqua en essayant désespérément d'ouvrir la porte. Elle pouvait sentir le souffle des prédateurs sur sa nuque, leur haleine chaude et putride lui laissant craindre le pire. Finalement, épuisée et blessée, Taylor courut vers les arbres, où elle finit par tomber de perte de sang et de blessures. Elle était seule et impuissante, tandis que les coyotes en profitaient pour la mordre à nouveau, s'enfonçant dans sa chair jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se battre. La vie de Taylor s'échappait lentement. Son corps meurtri et ensanglanté, elle était seule, abandonnée, victime de la cruauté implacable de la nature. Alors que les randonneurs arpentaient la route d'accès, ils se sont figés en apercevant les affaires de Taylor. Une boule de panique s'est nouée dans leur ventre, leur criant qu'il y avait quelque chose de terrible qui venait de se produire. Ils ont couru en direction du sentier, priant pour que leur intuition se trompe. Mais leur pire cauchemar s'est avéré réel. Ils ont découvert sa caméra, gisant seule sur le sol, l'appelant désespérément en vain. L'horreur a grimpé d'un cran lorsqu'ils ont vu les traînées de sang et les vêtements abandonnés. Ils ont rapidement compris que quelque chose de terrible était arrivé. Leur peur est devenue palpable lorsqu'ils ont atteint la fin de la clairière. Ils ont vu la porte de la salle de bain couverte de sang. Leur cœur a sauté un battement quand ils ont réalisé que ce sang était celui de Taylor. Leur esprit a couru à 1000 à l'heure alors qu'ils ont continué à avancer, désespérés de trouver des signes de vie. Le choc a été insoutenable quand ils l'ont vu, seul et sans défense, avec un coyote menaçant se tenant debout au-dessus d'elle. Leurs instincts ont pris le dessus alors qu'ils ont chargé le coyote, déterminés à sauver Taylor. Mais la créature était déterminée, agressive et sans peur. Ils ont essayé à plusieurs reprises de la chasser, mais cela ne faisait qu'attiser sa colère. Le coyote est finalement parti, mais pas sans laisser sa marque sur Taylor.
Les morsures profondes et les déchirures béantes sur sa chair ont saigné abondamment, répandant une tache rouge écarlate sur le sol. Finalement, un officier de la Gendarmerie royale du Canada est arrivé et a tiré avec un fusil de chasse sur l'animal, le chassant efficacement. L'officier n'a pas achevé l'animal car il pensait initialement que Taylor avait été attaqué par un ours. Mais il était trop tard pour Taylor. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital, où les médecins ont fait tout leur possible pour la sauver. Mais ses blessures étaient trop importantes. Elle est morte peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Dans une tentative de comprendre ce qui s'est passé, plusieurs spéculations ont surgi sur les raisons de l'attaque de Taylor. Certains ont théorisé que Taylor avait accidentellement approché un coyote, tandis que d'autres pensaient que Taylor aurait essayé de nourrir les créatures. Cependant, aucune de ces suggestions n'a été prouvée, ce qui a incité les autorités à réévaluer les dangers que ces animaux posent aux humains dans le parc. Finalement, un coyote agressif a dû être abattu après avoir agi de manière menaçante envers les humains, ce qui a entraîné la mort de 3 autres coyotes. Une enquête approfondie a révélé que 3 des coyotes étaient impliqués dans l'attaque de Taylor, comme en témoignent les traces de sang de Taylor sur leur fourrure. La mère de Taylor a créé le Taylor Mitchell Legacy Trust pour promouvoir la préservation de l'habitat naturel et encourager la communauté à s'impliquer dans les arts. Bien que la mort de Taylor soit tragique, sa musique continue de vivre et d'inspirer les autres. Imaginez, vous passez une bonne journée à jardiner dans votre jardin et soudain, un terrifiant serpent à sonnette surgit de nulle part et tente de vous attaquer avec sa morsure mortelle qui envoie du poison dans votre sang et vous paralyse. Puis vous fait subir une crise cardiaque, ce qui vous condamne à une mort relativement rapide. Naturellement, vous feriez l'une des 2 choses suivantes. Soit courir pour sauver votre vie et appeler la police en exigeant qu'elle envoie une équipe SWAT. Ce qu'elle ne fera pas puisqu'elle traite ce genre de situation en envoyant des spécialistes du contrôle des animaux. Soit vous vous défendriez avec un objet plutôt long et contondant, ce qui nécessite un niveau de bravoure particulier que, avouons-le, la plupart des gens n'ont pas. Surtout lorsqu'il s'agit de serpents. Dans l'histoire d'aujourd'hui, la victime a été courageuse et a décapité un serpent à sonnette avec une pelle. Mais après avoir fait cela et ressenti la gloire de la victoire, quelque chose de choquant s'est produit et il a failli être tué. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de la rencontre la plus folle de l'histoire, avec un crotale diamantin de l'Ouest qui a plongé un homme dans le coma et a failli le tuer. Mais avant d'aller plus loin, le crotale diamantin de l'Ouest, également connu sous le nom de crotale diamantin du Texas, est une espèce de crotale et un membre de l'horrible et mortelle famille des vipères. On le retrouve principalement dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Et comme tous les autres crotales et toutes les vipères, il est très venimeux. Selon certains experts, il est probablement responsable de la majorité des décès par morsure de serpents dans le nord du Mexique et du plus grand nombre de morsures de serpents aux États-Unis. C'est un serpent assez robuste qui peut vivre à des altitudes allant de moins du niveau de la mer jusqu'à 6500 pieds d'altitude. L'avantage, c'est qu'il ne grimpe pas et qu'il n'y a donc pas lieu de craindre qu'il pénètre dans votre maison par la fenêtre, surtout si vous n'habitez pas au rez-de-chaussée. Vous avez probablement vu dans les films qu'à l'approche d'un serpent à sonnette, celui-ci s'enroule et émet des cliquetis pour avertir les agresseurs, ce qui est une bonne chose et donne la possibilité aux gens de prendre leurs jambes à leur cou, au moins de faire un détour pour le contourner. Les serpents sont plus détestés et craints que les crocodiles, les lions, les tigres, les loups, les ours et les requins, principalement à cause de la mauvaise réputation qu'ils ont dans les films et à la télévision. Saviez-vous que la plupart des serpents sont en fait inoffensifs et que les serpents venimeux ne vous attaqueront pas à moins que vous ne les provoquiez, et qu'ils ne vous poursuivront presque jamais si vous vous enfuyez. Cependant, vous devez également savoir qu'essayer de tuer un serpent venimeux est toujours une mauvaise idée, à moins d'être un expert. Car tous les experts en serpents s'accordent à dire qu'essayer de tuer un serpent mortel augmente les risques de se faire mordre. Pour votre information, les serpents à sonnette sont des animaux robustes qui ont tendance à rester sur place et même à attaquer s'ils sont provoqués. Voici un fait intéressant qui devrait vous inciter à ne pas paniquer. Chaque année, environ 7000 à 8000 personnes sont mordues par des serpents venimeux aux États-Unis. Ce chiffre peut sembler élevé, mais étant donné que la population américaine compte environ 330 millions de personnes, cela représente une proportion minime de la population. Sur ces quelques 8000 morsures, 5 à 6 en moyenne sont mortelles.
Cela signifie que vous avez 6 fois plus de chances de mourir frappé par la foudre ou attaqué par un chien, 8 fois plus de chances de mourir si un téléviseur ou un gros meuble vous tombe dessus, 14 fois plus de chances de mourir en tombant d'un arbre et 95 fois plus de chances de mourir en tombant d'une échelle. Alors, allez-y doucement et n'ayez pas peur si vous le pouvez, surtout après avoir regardé le reste de cette vidéo. Tu es prêt ? C'est parti! Le dimanche 27 mai 2018, Jeremy Sutcliffe, 40 ans, originaire du Texas, a failli mourir après une rencontre bizarre et terrifiante avec un serpent à sonnette. Jeremy et sa femme vivent dans une humble maison près du lac Corpus Christi, dans le sud du Texas, une région connue, comme le reste du Texas, pour son lot de serpents à sonnette. Par un beau dimanche matin, Jeremy et sa femme Jennifer décident de sortir dans la cour de leur maison pour la préparer à une journée de festivités, puisqu'ils ont invité quelques amis plus tôt pour un barbecue. Jennifer travaillait sur un parterre de fleurs lorsqu'elle a découvert un envahisseur bien plus sinistre que les mauvaises herbes. Un crotal diamantin de l'Ouest à 2 mètres de long se cachait parmi ses fleurs. Avant de voir le serpent, elle a failli l'attraper en essayant d'arracher de l'herbe entre les fleurs. Elle était loin de se douter qu'un serpent à sonnette se trouvait à quelques centimètres de l'endroit où elle tendait la main. Le serpent à sonnette a alors sorti sa tête pour se préparer à affronter Jennifer, qui s'est mise à hurler d'horreur. Jeremy a paniqué à cause des cris de la panique de sa femme. Elle n'arrêtait pas de crier « Serpent! Serpent !» ce qui l'a poussé à prendre une pelle et à frapper le serpent envahissant. Heureusement, Jeremy a réussi à décapiter le serpent avec la pelle dès le premier coup. Et lui et sa femme ont ressenti un soulagement immédiat. Jeremy a ensuite emmené sa femme à l'intérieur de la maison et l'a calmée, car elle était encore terrifiée par cette expérience cauchemardesque. 10 minutes plus tard, Jeremy est retourné dans la cour pour ramasser la tête et le corps du serpent à sonnette et s'en débarrasser. Jeremy Sutcliffe ne savait pas que les serpents à sonnette peuvent encore mordre et injecter du venin pendant au moins 1 heure, si ce n'est plus, après avoir été décapité. Lorsque Jeremy est allé chercher la tête du serpent, il ne s'attendait donc pas à ce qu'il se venge et le morde. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a pris la tête du serpent à sonnette. Le serpent l'a tout simplement mordu, comme s'il était encore vivant et en bonne santé. Au début, il ne savait pas quoi en penser, car 10 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il avait décapité le serpent. Cela n'avait aucun sens, et il pensa pendant 1 seconde qu'il avait choisi un tout autre serpent à sonnette. Quelques secondes plus tard, son esprit a commencé à se redresser et son cerveau a donné le signal unique « Serpent mordu, obtenir des soins médicaux et paniquer s'il vous plaît ». Il s'est alors mis à hurler à plein poumon « Le serpent m'a mordu! Le serpent m'a mordu !» Sa femme Jennifer a paniqué en attendant son mari crier à l'aide et a quitté la maison en courant pour voir ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'elle a vu Jeremy retirer sa main, la tête décapitée du serpent à sonnette. À partir de là, tout s'est dégradé et un nouveau cauchemar a commencé pour le couple qui ne se doutait de rien. Heureusement, Jennifer est infirmière et a fait immédiatement monter Jeremy dans sa voiture et compose le 911 pour savoir lequel des hôpitaux locaux dispose d'antivenin. Elle apprend que l'hôpital le plus proche susceptible de sauver son mari se trouve à un peu plus d'1 heure de route. Ils avaient parcouru environ 3 km lorsque Jeremy a commencé à perdre connaissance, à souffrir d'une perte de vision et à avoir des mini-crises d'épilepsie. Jeremy, conscient qu'il pouvait mourir, a commencé à dire à sa femme, qui conduisait frénétiquement « Si je meurs, je t'aime ». Bien qu'il soit à 3 km, le répartiteur du 911 leur dit de rentrer chez eux car une ambulance aérienne est en route. Jennifer répète à Jeremy qu'une ambulance aérienne arrivera dans quelques minutes et qu'ils ont l'antivenin. Elle l'a supplié de rester éveillé et de ne pas abandonner, alors que leur petite fille ne cessait de lui dire « Papa, tout va bien se passer ». L'ambulance aérienne est bientôt arrivée et il a été transporté à l'hôpital Christus Spohn Shoreline. À l'hôpital, Jennifer a appris que son mari était en état de choc septique, qu'il souffrait d'une hémorragie interne et que sa tension artérielle était constamment au plus bas. Finalement, Jeremy a été plongé dans un coma artificiel et placé sous respirateur. Ses organes avaient commencé à s'éteindre. Les 24 heures qui ont suivi n'ont été qu'un cauchemar dans le cauchemar pour la pauvre Jennifer, car 3 médecins différents l'ont abordé séparément à des moments différents et lui ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il s'en sorte. Elle a continué à lui parler pendant qu'il était dans le coma, lui disant de continuer à se battre. Dans les 48 heures qui ont suivi, son état a commencé à s'améliorer, mais il est resté dans le coma. Le 31 mai, Jeremy est finalement sorti du coma et son état est devenu stable et prometteur. Au cours des 2 années qui ont suivi, Jeremy s'est rétabli, mais ses reins ont montré des signes d'affaiblissement.
Néanmoins, il s'est complètement rétabli et a retrouvé une vie normale. Croyez-le ou non, même si les personnes mordues par un crotale ne reçoivent que 3 ou 4 doses d'antivenin, Jérémy en a reçu 26. Il est dommage que Jérémy et sa femme n'aient pas su que les serpents à sonnette peuvent encore mordre même 1 heure après avoir été décapités. Par conséquent, si vous vivez dans une région où il y a des serpents à sonnette, veillez à diffuser cette information. Avez-vous connaissance d'attaques mortelles récentes d'animaux sauvages dans des zoos, des parcs de safari ou en pleine nature près de chez vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'appuyer sur le bouton cloche parce que nous allons mettre en ligne d'autres superbes vidéos tout le temps.